Je suis anciennement le directeur général de l'ADRIC, qui est pour l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation au Québec. Et à l'époque, j'avais fait un benchmarking de 35 pays de l'OCDE pour réaliser essentiellement que le Québec puis le Canada, on était très faible sur le volet commercialisation. Suite à ça, j'ai décidé essentiellement de me joindre à l'École des sciences de gestion, à l'UQAM, pour regarder comment on pourrait adresser la question de la commercialisation. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec l'ETS, différents organismes, etc., pour essentiellement former un réseau collaboratif et donner un exemple de qu'est-ce qu'on fait. Hier, exemple, on avait, dans la présentation qu'on a faite, on a fédéré 6 différents acteurs qui sont venus ensemble essentiellement pour une thématique donnée. Fait que l'espace radar, je vais prendre le temps de vous l'expliquer tantôt, s'intéresse à regarder 22 technologies qu'on appelle disruptives. Puis je vous en donne une. Uber a complètement transformé l'industrie du taxi. Le gouvernement s'est ramassé avec un cafouillis politique par rapport à ça. Puis ça, c'est juste le tip of the iceberg parce que tu as des Airbnb et ça sera sans fin. Okay? Donc, on va le voir dans l'eau, dans le transport, dans l'automatisation, vous le vivez déjà dans l'impression 3D, etc. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? J'ai décidé de tailler la présentation un petit peu plus pour l'électronique et la microélectronique. C'est de regarder la vocation de l'espace parce que les gens, au début, me demandaient « mais ça fait quoi? Qu'est-ce que vous faites? Puis est-ce que vous pouvez nous aider? » Comment le secteur de l'électronique peut jouer un rôle très structurant dans les changements qui s'en viennent. Regarder la question des opportunités de l'Internet des objets, puis de regarder spécifiquement où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, puis comment la faire. Et par après, je vais vous expliquer les principaux enjeux, puis les principales solutions, puis on aura un échange questions-réponses. Okay? Donc, essentiellement, comme je disais, c'est une collaboration entre l'ETS et l'Observatoire des stratégies de commercialisation d'innovation. On s'est dit, comment on pourrait faire pour faire en sorte qu'on répond à des réelles problématiques industrielles? Parce que souvent, dans les cours, dans les collèges, etc., universités, on forme les gens en génie pour créer des solutions et on manque souvent le bateau par rapport à bien les former pour bien identifier les réels problèmes. Et souvent, lorsqu'un client va dire « j'ai un tel problème », ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le réel problème, d'où l'idée des fois de faire la formule des 5 W, poser la question 5 fois « pourquoi, puis là, tu arrives à ça. Donc, nous, notre intérêt, c'est d'être capable de faire la synergie entre les idées et d'être capable de trouver le maillage entre les bons acteurs. Ce n'est pas pour rien que, exemple, le CRIC siège sur le conseil d'administration du SMEC et que le SMEC siège sur le conseil d'administration de l'ADRIC. C'est une forme de maillage, de synergie. C'est voulu et ça fait partie de l'écosystème. Okay? Le domaine, c'est les stratégies perturbatrices. Donc, nous, on n'est pas dans comment on va aider un salon de coiffure à innover. C'est plutôt les chambres de commerce qui vont s'occuper de ça. Nous, c'est vraiment de regarder essentiellement, toi, tu parlais beaucoup de culture, d'innovation. Bien, nous, qu'est-ce qu'on s'intéresse, c'est beaucoup à ça, mais le volet commercialisation. Donc, on travaillera en complémentarité. Donc, c'est basé sur les méthodes de design thinking. Ceux qui étaient là hier ont eu une des formules qu'on utilise qui était essentiellement de développer qu'est-ce qu'on appelle l'offre de service, le business model. Et qu'est-ce qu'on a fait hier, exemple, c'est qu'on a pris une technologie québécoise mature qui s'appelle l'oreille bionique. Okay? Et essentiellement, on a dit toi, tu vas prendre le problème dans un contexte où, au Grand Prix, tu voudrais avoir cette technologie-là, toi dans les mines, puis toi, exemple, pour les équipes sportives, et toi pour les premiers répondants.
On a donné différents scénarios. Les équipes devaient développer des modèles d'affaires. Et la raison pourquoi qu'on fait cette formule-là, c'est que souvent, au CIMEC, au CRIC, on arrive avec un produit. Le client, là, ils ne savent même pas c'est qui va l'avoir dans les mains. Ils ne savent même pas le groupe d'âge, ils ne savent même pas les fonctionnalités que le client veut. Donc, en renversant le paradigme dans le processus de développement de produits, à ce moment-là, vous êtes capable de valider le marché en amont et être certain que lorsque vous produisez le bidule, qu'il va y avoir un marché par rapport à ça. Et souvent, au CIMEC, vous avez la réalité où il faut ajouter des nouvelles fonctionnalités parce que le client, il le veut de cette façon-là. OK? Donc, notre focus, c'est de faire de la veille technico-commerciale. Donc, ça ne nous intéresse pas de savoir c'est quoi le marché. Il faut savoir c'est quel produit en fonction de quel marché, puis quel marché en fonction de quel produit. Donc, on s'intéresse vraiment à l'équilibre entre les deux. Donc, je donne un exemple. Si une start-up vient me voir, puis elle dit, regarde, j'ai développé un app, puis je dis, c'est-tu pour les gars, pour les filles? Puis l'innovateur n'est pas capable de me répondre. Il n'a pas fait ses devoirs. Il ne sait même pas à qui. Puis probablement, puis vous riez peut-être, mais regardez l'Auto-Québec, ils ont de la difficulté à être capables de se moderniser dans le jeu avec les nouvelles technologies parce qu'ils sont trop dinosaures en termes de culture organisationnelle. Ils n'ont pas compris c'est quoi cet environnement-là, puis ça, il n'y a pas secret. Vous parlez au gars de l'Auto-Québec, il va vous le dire. OK? Table de concertation, réflexion, mais pour nous, qu'est-ce qui est vraiment crucial, c'est le maillage pour qu'il y ait des projets collaboratifs. Fait que déjà hier, avec le workshop, l'atelier qu'on a fait, il y avait déjà des gens qui disaient « Hey, sais-tu quoi? Moi, je pourrais être un fournisseur de toi par rapport à ta technologie que tu es en train de promouvoir. Puis en passant, moi, je pourrais peut-être être un client. » Mais savoir que tu pourrais être un fournisseur, puis toi, un client, c'est de l'or en barre pour celui qui développe le produit puis qui essaye de la commercialiser. Puis si tu ne mets pas toute cette chaîne d'approvisionnement-là ensemble, qu'est-ce que tu arrives? Tu arrives avec des hypothèses que peut-être il va y avoir un preneur sur le marché. Donc, on est intéressé de faire aussi de la diffusion. Donc, je donne des exemples. Aujourd'hui, ça va être plus sur l'Internet des objets. On a fait un exercice similaire sur la gestion de l'eau. Le vêtement intelligent, je pense que vous aviez déjà une présentation de Vestec Pro là-dessus, donc je vais passer très rapidement, mais le vêtement intelligent, on appelle ça aussi le wearable. Donc, l'oreille bionique que je parlais tantôt ferait partie de cette catégorie-là. Dans l'aéronautique, on est en train de développer, de regarder les 10 tendances mondiales sur lesquelles le secteur de l'aéronautique devrait pencher sa commercialisation. Pourquoi, d'après toi, c'est important de regarder cet aspect-là? Pour être en amont de toute la compétition mondiale, pour qu'un Bombardier, un Pratt & Whitney ait essentiellement les meilleurs composites, intègre l'Internet des objets comme un objectif de service à la clientèle. OK? Donc, de savoir essentiellement que tu n'es pas bien parce que on va dire que tu pousses sur un bouton de panique. Pour les gens en sécurité aéronautique, etc., ça pourrait être très pratique dans ce modèle-là. OK? Qui dit matériaux avancés dit probablement des nouvelles technologies très avant-gardistes, donc il ne faut pas sous-évaluer l'importance des matériaux. Je vous en donne une. Le secteur de la plasturgie au Québec est en train de développer un plastique qui va devenir purement écologique. Pensez comment ça va changer l'impact sur les technologies propres et la valeur commerciale à l'international. OK? Et ça se fait présentement au Québec. Donc, l'écosystème, normalement, on essaie de travailler. Vous êtes dans une de ces cases-là. OK? Donc, si on regarde la vision de Telsa en 1926, lui avait déjà perçu
un monde connecté. On n'est pas là encore dans sa vision des choses parce qu'il disait « when wireless is perfectly applied ». Mais on est certainement dans ce modèle-là, où ce que, si vous êtes un ingénieur en microélectronique, OK, vous voudriez jouer à SimCity. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà joué à SimCity? C'est SimCity, c'est le jeu de SimCity. OK? Et qu'est-ce que vous voyez présentement, juste un instant, c'est essentiellement toutes les niches où il y a de l'argent à faire, mais quand vous regardez, c'est la ville. C'est l'infrastructure de la ville. OK? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est avec l'Internet des objets, on est en train de vivre une révolution. On vit cette révolution-là parce qu'au niveau de l'électronique, on était capable de développer de façon très sophistiquée le RFID. On a des capteurs essentiellement à cette heure chimiques de toutes sortes et on a développé le langage, l'interopérabilité de machine en machine. Je vous donne un exemple. La compagnie Keurig, est-ce que vous connaissez la compagnie Keurig? Café, OK? Oui, OK. Ils sont capables essentiellement de pouvoir savoir à travers le network, le réseau, le nombre d'utilisateurs qui ont une préférence sur le café latte versus le café ordinaire et le type de café africain versus mexicain. OK? Ça, est-ce que ça a de la valeur pour toi, tu penses, comme information? Et mets-toi dans la peau du directeur des achats. Qu'est-ce que ça lui permet de faire? Si je serais dans la peau du directeur des achats, j'achèterais, en tout cas, j'essaierais ben, en fait, si je veux vendre quelque chose, je dois l'acheter. Donc, je m'arrangerais pour optimiser le fait que mon café latte est meilleur que l'autre. Donc, tu irais avec la tendance. Tu irais avec la tendance, puis tu t'organiserais pour être sûr qu'il n'y a pas de rupture de stock, puis de livrer juste à temps. Mais là, on est là-dedans. Mais imagine-toi que tu n'auras même plus besoin de passer la commande parce que automatiquement, la commande va être passée par la machine qui va passer essentiellement sur la plateforme de logistique et de distribution. C'est ça du machine to machine. Puis l'apprentissage profond, l'intelligence des données, va faire en sorte, puis on est en train de développer un centre d'expertise mondiale ici à Montréal, va faire en sorte qu'on est capable, exemple, que les ordinateurs vont être capables de discriminer de tout, je vais prendre l'exemple des chiens, d'être capable de savoir que c'est un caniche versus un Doberman. Mais faire cet exercice-là, ça veut dire qu'on a présenté à l'ordinateur au-dessus d'1 million de photos de chiens. Puis à un moment donné, ils ont été capables, l'ordinateur, d'apprendre à comment codifier, classifier, discriminer et prendre une décision pour faire en sorte que lorsque toi, tu as besoin d'avoir une commande plus spécialisée par rapport à ton caniche, essentiellement, l'ordinateur est déjà capable de tout opérationnaliser sans opération humaine. Donc, un SICO prédit 50 milliards, mais regardez ce qui se passe ici, là. Ça triple en termes de milliards en dedans de 5 ans. Donc, vous voyez là que la vague, on est vraiment dans cette vague-là. Donc, ça s'explique par le fait qu'il va y avoir la technologie 5G. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la technologie 5G? 5G, là, ça va permettre aux autos d'être capables avec qu'est-ce qu'on appelle le temps de latence. Le temps de latence, c'est le signal que j'envoie et qui revient vers moi. C'est ça le temps de latence. Donc, pour un auto, ça va être en millième de seconde. Imaginez que si, présentement, le signal me revient seulement une demi-seconde quand il voit l'auto qui arrive, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Imagine-toi 2 autos autonomes, là. Ils vont crasher.
Le temps de latence devient hyper pertinent. On nous promet le 5G, on dit qu'il est déjà là, mais vraiment, quand tu parles aux experts de la Polytechnique, ils vont dire on n'est pas là avant un autre 4 ans. Mais ce n'est pas grave, parce que tout le monde s'oriente présentement sur le 5G, et ça va permettre un temps de réponse 1000 fois plus vite, qui va permettre de diminuer le temps de latence. Et ça va permettre essentiellement aussi de pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs. OK? Là, on va rentrer sur une partie commerciale qui est mon collègue Vincent Sabourin, qui aurait fait la présentation. Et essentiellement, je vous aurais dit, regardez, prenez le mobile, prenez les caméras, prenez tous les capteurs, OK? Et essentiellement, regardez la courbe. Qu'est-ce qu'on appelle le seuil critique? Et vous allez voir qu'en 2016, c'est vraiment là que les choses ont vraiment commencé à décoller. Vous voyez essentiellement le nombre d'objets connectés. Lumière, OK. Le nombre d'objets connectés sur lesquels qu'on regarde dans les prochaines années, 2020. Donc, quand on regarde qu'est-ce qui a peut-être le plus de potentiel commercial, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on appellerait la plateforme télévision intelligente, où ce qu'il va y avoir probablement à la télévision, tu règles ton chauffage, tu fais ta commande d'épicerie, etc. Donc, tout ça s'en vient sur des plateformes mobiles et essentiellement les tablettes. Regardez, il n'y aura pas nécessairement tant de croissance que ça par rapport aux ordinateurs. Donc, où est le potentiel commercial? Vraiment dans l'usine 4.0. OK? Et je pense que le CRIC, vous avez pris un très gros virage dans l'usine 4.0. Pourquoi? Parce que moi, je suis allé visiter l'usine de AD au Mexique, puis de BMW en Allemagne. Ils sont automatisés à 92 %. Il ne reste plus bien grand job, là. OK? Ça, c'est la réalité. Quel genre de job vous pensez qu'il reste vraiment là-dedans? Essayez. D'ingénieur, de maintenance des machines, OK? Mais c'est plus peinturé, là. Ça arrive avec des stocks, c'est tout automatisé, blablabla, OK? Puis, pour toutes les petites manutentions que tu as besoin sur des pièces hyper difficiles à aller chercher. C'est le genre de job qui reste. Puis, tu as des superviseurs de machinerie puis de robots. OK? Donc, c'est assez hallucinant de voir que tu as à peu près au-dessus de 800 robots dans une usine qui, essentiellement, chaque robot peut valoir à peu près entre 800 000 à 3 millions de dollars. Faites le calcul, combien cette plante-là, cette usine-là vaut. C'est assez hallucinant. L'autre secteur qui est intéressant, c'est les villes. Tout qu'est-ce qu'on appelle le Smart City. Et référez-vous à la diapo que je vous ai donnée tantôt à SimCity. Ça l'explique le pourquoi. Donc, la semaine prochaine, avec Hydro-Québec, avec une multinationale EDF, Simons, etc., on va avoir un espace radar comme on a eu hier, plus orienté vers la grande entreprise, pour être capable de dire, mais regardez, là, dans la domotique, OK, il y a des choses à faire. Donc, je vous donne un exemple. On parle de l'auto électrique, mais il va falloir qu'elle soit rechargée. OK? Et tout ça va se faire probablement de ton frigidaire ou de ta télévision ou de ta tablette à la maison comme au bureau. OK? Donc, ça, c'est un fort vecteur potentiel de croissance, mais aussi le secteur qui va être le driver, ça va être le secteur du transport intelligent. OK? Pourrais-tu me dire pourquoi? Tout le monde veut prendre son char, hein? C'est un peu, et tout le monde a besoin d'être mobile. Donc là, présentement, pour des raisons de réduction de gaz à effet de serre, le climate change, pour aussi la question de réduire les coûts,
le transport est très bien ciblé, mais calculer aussi les infrastructures de transport, que ce soit, exemple, les ponts. Les ponts ont des senseurs présentement qui permettent voyons déjà, de démystifier le fait qu'il y a certaines pièces qui deviennent plus rouillées plus vite, donc qui ont besoin de maintenance plus rapide. Et ça permet essentiellement à une équipe d'être envoyée à un endroit très spécifique sur le pont, à un endroit très. Donc, ça permet essentiellement 2 minutes. OK. Bon, on va aller plus vite d'abord. Donc, le marché de traitement de l'eau permet essentiellement aussi, ça va être révolutionné. Et tous ceux qui vont être dans qu'est-ce qu'on appelle la catégorie des services dans le traitement de l'eau vont avoir la cote par rapport à purement la question des bidules. Dans le wearable, donner un exemple, présentement, il y a des équipes sportives qui s'entraînent avec des maillots et tous leurs signes vitaux sont pris en note pour la performance, mais vous avez aussi la même chose pour le maintien à domicile. Donc, la difficulté, c'est d'être capable de pouvoir intégrer les données, mais qui dit intégration des données dit partage des données. Donc, je donne une réalité. Est-ce que le gouvernement veut et est-ce que le citoyen est prêt à partager son information médicale? Non. Donc, il y a une acceptabilité sociale, mais dans certains cas, ça fonctionne. La météo, pourquoi? À cause du phénomène de la géolocalisation. Tu acceptes d'être géolocalisé parce qu'on va te donner la météo à Sainte-Thérèse au lieu de la salle où je reste. Donc, dans ce cas-là, le partage des données fonctionne, mais en même temps, ça soulève énormément d'autres problématiques. Donc, où vont être, grosso modo, les économies? Ça va être beaucoup dans l'utilisation du machine-to-machine dans certains process puis dans certains secteurs. Puis, en moyenne, on note à peu près l'équivalent de 10 en termes de profitabilité. OK? Et vous pouvez revoir encore là, le nombre d'objets qui vont être connectés d'ici 2020. C'est vraiment en effervescence. Donc, pour terminer, la difficulté de l'Internet des objets, c'est qu'on pense que c'est juste une question technologique, mais dans le fond, ce n'est pas vrai. Quand on a fait, nous, l'espace radar sur l'Internet des objets, qu'est-ce que les gens nous ont dit? Ils nous ont dit, en termes de données, là, il y a des problèmes de sécurité. Imaginez les recettes en agroalimentaire. Si moi, à distance, je suis capable de changer la recette de ton Coke ou de ta bière, pour la marque, là, ça va être désastreux. Donc ça, il y a du cyberpiratage. Présentement, il y a des gens qui demandent des rançons parce qu'ils bloquent toutes les portes des chambres dans un hôtel jusqu'à temps que tu aies payé. Donc, ces réalités-là sont là présentement. Aussi, il y a qu'est-ce qu'on va faire avec les données? C'est qui les a? Donc, on parle de toute la gouvernance des données et aussi des modèles prédictifs. Dans la gestion de l'eau, le gouvernement dit, nous, on ne veut pas nécessairement que le citoyen sache que l'eau n'est pas nécessairement de qualité terminée. OK? Donc, nous, on n'est pas prêt essentiellement à faire en sorte qu'on va adopter des nouvelles normes tant et si longtemps que vous ne nous aurez pas démontré que l'eau qui va sortir, tous les processus sur lesquels vous allez utiliser, va faire que l'eau reste fiable. Et je vais terminer en disant que un Microsoft de ce monde nous a dit, puis ils n'ont pas été le seul, écoutez, nous, on ne peut pas fonctionner présent. On ne peut pas faire les ventes qu'on pourrait faire, tout simplement parce qu'on n'est pas capable, au niveau de l'interopérabilité, de pouvoir parler d'un système à l'autre système. Donc, comment on va être capable essentiellement de faire des ventes? Donc, tant et si longtemps qu'on n'aura pas
travailler ensemble pour développer une vision commune, on ne sera pas capable, dans l'Internet des objets, de le faire adopter. La réalité, c'est que là, présentement, on se fait pousser des solutions américaines à l'extérieur, et là, présentement, on est en train de perdre des créneaux potentiels, exemple en santé, sécurité, travail, parce qu'essentiellement, on n'est pas capable d'avancer au niveau de la normalisation, l'homologation des produits. Donc, je pourrais facilement faire une conférence là, d'une heure juste sur ça, mais juste vous dire que comment ça passe par bâtir une vision commune, être capable d'accéder aux données, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Ici, là, dans les gens de la gestion de l'eau vont devoir retourner sur les bancs d'école pour comprendre comment programmer, puis comment peut-être avoir des cours de chimie supplémentaires pour être capable essentiellement de s'adapter aux nouvelles technologies. Ça se passe à l'heure actuelle. Les entreprises souhaitent toujours avoir plus d'argent, mais ils veulent aussi avoir la possibilité, qu'est-ce que le CRIC permet des fois, d'utiliser les villes comme banc d'essai. Et tout le monde dit, on peut-tu la démontrer, là, puis on peut-tu valoriser les données? Donc, un page jaune de ce monde va dire, savez-vous quoi? Nous, là, on est capable de donner de la valeur à vos données, mais il faut travailler ensemble. Et par rapport à l'accès au marché, il faut définitivement donner plus d'informations. Il faut créer des espaces où ce que un Microsoft va travailler avec des PME, où ce que les pages jaunes vont aider les startups. Donc, de dynamiser l'écosystème pour faire en sorte qu'on est capable d'accélérer l'adoption des technologies, d'où l'importance d'avoir une vision commune, d'avoir une carte routière. OK? Je suis allé très vite, là. Mais je pense que vous avez l'essentiel. Donc, la semaine prochaine, le 7 juin, on a un événement sur le bâtiment intelligent et le 23-24 octobre, on va avoir un forum où, essentiellement, on va avoir 2 tables rondes sur la gouvernance des données, les processus d'approvisionnement, très important. On va avoir 4 chantiers sectoriels sur le vêtement, l'énergie, sur le transport intelligent, la gestion de l'eau. Ça, c'est disponible en passant. Vous n'étiez pas obligé d'applaudir, là.